Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Mercredi le 20 septembre, il est 12h03. On vous souhaite la bienvenue à votre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM Côte-Nord Attitude. Jean, bon midi. Bon midi, bon automne. Ça commence aujourd'hui? Non, demain, hein? Oui, demain, je crois. Oui, effectivement. C'est mais c'est drôle, en fait, que l'automne soit comme officiel à partir de aujourd'hui ou demain et que on ait des températures presque estivales, alors qu'en début de semaine, c'était très automnal. Mais c'est comme ça, l'automne, on est comme en entre deux. C'est la plus belle saison sur la Côte-Nord, l'automne. Je suis bien d'accord. Moi, j'aime beaucoup l'automne. Ça me dérange pas quand il commence à faire un petit peu plus frais à l'extérieur. C'est pas grave. Mais c'est ça. Là, on est comme dans l'entre-deux où on sait plus trop comment s'habiller. Moi, aujourd'hui, je pense qu'on est trop habillés. C'est ça l'affaire. Mais bref, on vous souhaite d'ailleurs... Nous, il faut se déshabiller dans les studios parce qu'il fait chaud dans nos studios. Tout à fait. On avertit nos invités qui s'en viennent. Là, il fait plutôt chaud en studio, effectivement. Et d'ailleurs, on a des beaux invités, gens qui s'en viennent au courant de l'émission. Oui, on a reçu un communiqué de presse de la CSN ce matin annonçant que les travailleuses en CPE, notamment celle de sous le Bontois à Sept-Îles, et de plusieurs CPE de la Côte-Nord accordent un mandat de grève de 6 jours au syndicat CSN. Le contrat de travail est échu depuis 31 mars. Il y a deux choses dans cette négociation-là. Hein. On négocie avec les dirigeants locaux les conditions de travail, mais c'est avec le gouvernement du Québec qu'on négocie les salaires du côté des CPE. On en parle avec le président de la CSN Côte-Nord, Guillaume Tremblay, vers 12h15. On va beaucoup parler de culture au cœur de notre émission Côte-Nord Attitude ce midi. D'abord, Pascal Malenfant va être avec nous pour nous parler des journées de la culture. Les journées de la culture. Moi, j'ai toujours hâte à ce moment-ci de l'année. Je trouve que ça remet les saisons, là, tu sais, ça repart la saison culturelle en grand avec des activités gratuites. Ça aura lieu la fin de semaine prochaine. Et là, hier, on a dévoilé la programmation des journées de la culture, des activités un petit peu partout. Moi, j'ai tout le temps hâte aussi parce que ça veut dire que la saison d'impro recommence, là, parce qu'habituellement, c'est toujours le coup d'envoi de tout ça aussi. Donc, vraiment, là, plein de belles activités. 3 jours d'activités, on pourra en jaser avec Pascal Malenfant. Puis, on va faire du pouce sur les journées de la culture aussi. À 12h40, on reçoit Kathleen Walsh-Moleski, qui est une artiste, elle est photographe. Et elle s'est lancée dans tout un projet, Jean, c'est de retracer les origines de la Côte-Nord, mais les origines culturelles, d'où on vient, c'est quoi le parcours. Bref, là, vraiment, c'est quelque chose de gros. C'est une carte géographique, dans le fond, qu'elle est en train de faire. Ce sera exposé pendant les journées de la culture au musée, à l'extérieur, au musée régional de la Côte-Nord. Et c'est une Américaine qui va retracer les origines de la culture de la Côte-Nord. C'est quand même Madame spécial, Walsh-Moleski vient de New York, quand même. C'est quand même spécial, mais en fait, c'est qu'elle, elle veut savoir... Parce qu'il y a plein de gens qui sont venus s'établir sur la Côte-Nord à travers les années, puis ça continue d'être comme ça aussi. Et elle veut savoir, tu sais, qu'est-ce qui amène les gens ici, quelles sont les racines des gens d'ici aussi. Donc c'est ça, il y a plein de gens qui ont donné des informations. Ça va être vraiment quelque chose d'intéressant à jaser aux alentours de 12h40. Et le président de développement économique Sept-Îles, Marc Brouillette, sera avec nous en fin d'émission. Pour la chronique de développement économique Sept-Îles, on revient sur le projet Mine Arnaud, qui, on le sait, il y a eu une annonce vendredi, là, Investissement Québec, le PDG qui était chez nous pour nous dire que on le reporte un peu, ce projet-là. Actuellement, les conditions de marché et la négociation avec un partenaire opérateur a échoué. Quand même, du côté de développement économique, Sept-Îles, là, c'est pas l'annonce qu'on attendait, mais on garde espoir de voir un jour l'exploitation de la mine d'apatite du canton Arnaud se faire. Donc, Marc Brouillette avec nous en fin d'émission Côte-Nord Attitude. Il est président du conseil d'administration de développement économique Sept-Îles. Et juste avant cette série d'entrevues, on s'informe avec les actualités. Actualité Pure FM. Mais d'abord, on parle de 3 loups qui ont été aperçus à quelques reprises près des résidences, près du ranch des Dalton à Moisy, entre autres. Depuis la mort accidentelle, un accident sur la route 138 avec un bébé loup, les 3 animaux adultes sont plus présents dans le secteur, semble-t-il, selon la propriétaire du ranch des Dalton, Sabrina Gravel. Le ministère de la Faune, de la Forêt, de la Faune et des Parcs a été informé de la situation. Selon
Selon Madame Gravel, plusieurs enfants jouent dehors, près du bois. C'est le cas à son ranch, où des jeunes et des familles se promènent parfois dans les sentiers forestiers. Elle a des chevaux au ranch des Dalton. C'est une des activités prisées. Inquiète de la présence de loups à proximité, cette résidente du secteur Moisy souhaite une intervention des agents de la faune dans les plus brefs délais. Les policiers de la Sûreté du Québec ont arrêté à 3 heures la nuit dernière 2 hommes pour possession de stupéfiants sur le boulevard La Flèche à Bécomo. Le véhicule automobile circulait à haute vitesse. Après l'avoir intercepté, les policiers ont découvert de la drogue. Ils ont saisi 1 kilo de cannabis et 475 comprimés de méthamphétamine. Les 2 hommes comparaissent aujourd'hui devant un juge au palais de justice de Bécomo. Le syndicat des métallos est intervenu la semaine dernière auprès du syndic de faillite de Trinor pour empêcher le démantèlement des équipements de l'usine de Sept-Îles. Le bâtiment qui abritait le groupe Trinor a été acheté par une entreprise de Sept-Îles. Les métallos qui font partie des créanciers ont suivi de proche la première ronde de liquidation des actifs. Le syndicat tente de garder en place les équipements nécessaires à une relance. Selon le coordonnateur des métallos de la Côte-Nord, Nicolas Lapierre, le syndicat a travaillé de pair avec le milieu économique dans le dossier de Trinor pour en arriver à une reprise des activités d'usinage. Nicolas Lapierre se dit confiant pour une annonce positive de relance dans les prochaines semaines. Le Bureau de la sécurité des transports du Canada envoie une équipe d'enquêteurs à Port-Cartier suite à une panne mécanique suivie d'un incendie dans la salle des machines à bord du remorqueur Brochu. L'événement est survenu vendredi. Le BST recueillera des informations et évaluera l'événement. Le remorqueur d'ArcelorMittal a subi un feu dans la salle de machine le vendredi 15 septembre. L'équipage est parvenu à maîtriser le feu en fermant les portes. Les flammes étaient déjà éteintes lors de l'arrivée des pompiers aux installations portuaires un peu avant 6 heures du matin. La Société pour un pont sur le Saguenay se réjouit de la volonté du gouvernement du Québec d'ouvrir un bureau pour le projet. De passage à Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre cette semaine, le porte-parole Pierre Breton a dit apprécier la déclaration du premier ministre Philippe Couillard lors de son récent passage sur la Côte-Nord. Ce dernier ne place pas en opposition le prolongement de la route 138 en Basse-Côte-Nord et la construction d'un pont entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine. Un pont en Norvège en construction actuellement au coût de 300 millions de dollars sert de modèle à la Société pour un pont sur le Saguenay. Pierre Breton croit que le gouvernement va économiser à long terme, si on regarde les coûts d'opération des traversiers. Il espère la réalisation du projet d'ici 8 ans en souhaitant que la route 138 soit complétée jusqu'à Blanc-Sablon entre-temps. Et le manque de personnel à la direction de la protection de la jeunesse à Sept-Îles et Port-Cartier complique le travail en DPJ. La directrice assure que les urgences sont traitées dans des délais acceptables. Du personnel de Bécomo et d'ailleurs sur la Côte-Nord est venu travailler en renfort à Sept-Îles au cours des derniers mois. Le bilan de la dernière année indique une hausse des signalements de près de 2% pour la Côte-Nord, mais une diminution des cas retenus. Cette année, la DPJ porte une attention spéciale aux adolescents les plus vulnérables. La directrice de la protection de la jeunesse sur la Côte-Nord, Marlène Gallagher, recommande l'ouverture et la bienveillance envers les jeunes de 12 à 17 ans. On sait qu'aujourd'hui, l'écoute auprès des adolescents ne se fait plus nécessairement dans le direct de 1 à 1, mais se fait beaucoup dans la virtualité. Et il faut rester en contact avec nos jeunes, faut provoquer des moments d'échange, de rencontres, pour s'assurer que nos adolescents se portent bien. En un an, la DPJ a traité 904 dossiers. Les cas de négligence d'enfants ou d'adolescents représentent la moitié des interventions. Les abus physiques représentent 18,8% des signalements à la protection de la jeunesse. Et on peut rappeler en terminant qu'on a abandonné l'idée de retrouver en vie Dany Lavallée, disparue au large de Saint-Augustin. La Sûreté du Québec classe maintenant le dossier comme une personne disparue. L'armée et la garde côtière ont abandonné les recherches. L'homme de 57 ans a été aperçu dans une petite embarcation dimanche au large de Saint-Augustin. Le même bateau a été vu un peu plus tard, vide, toujours en mer. Donc, on pense qu'il est tombé à l'eau et on n'a plus d'espoir de le trouver. C'est grand, le golfe Saint-Laurent, malheureusement. Les recherches se poursuivent, par contre, avec beaucoup d'intensité. Aujourd'hui, il y a des spécialistes en milieu forestier qui sont sur place dans le secteur du lac des Épinettes à Franklin, des bénévoles et des agents de la SQ
tente de retrouver Jean-François Gendron, un chasseur de 37 ans de Franklin, disparu depuis vendredi soir. Voilà pour les actualités. 12h13, on fait une courte pause. Au retour, on parle avec Guillaume Tremblay, président de la CSN Côte-Nord. Attitude. Les nouveautés sont arrivées chez Olivier d'Occasion. Profitez du plus grand inventaire de voitures d'occasion dans la région et du meilleur prix à l'achat ou à l'échange de votre véhicule actuel. Voyez notre inventaire au www.olivieroccasionsethile.com et obtenez un rabais instantané. Venez nous rencontrer au 106 Maltais. Votre radio sera sur place dès 14h30. Olivier d'Occasion, ouvert ce soir jusqu'à 20h. Financement disponible sur place. PAL Airlines est heureuse d'annoncer un plus grand choix de vol entre Wabush, Sept-Îles, Québec et Montréal. Dès le 10 septembre, PAL Airlines ajoute à son horaire un vol direction sud-ouest le matin, de même qu'un vol supplémentaire en mi-journée afin de vous offrir encore plus de flexibilité. Plus de choix de vol avec le même excellent service. Réservez dès aujourd'hui en contactant notre service de réservation au 1-866-962-0380 ou encore votre agence de voyage. Pour plus d'informations ou pour réserver en ligne, visitez palairlines.ca. Bonjour, ici France Pelletier, courtier immobilier. Je suis fière et privilégiée d'être partenaire actif avec le groupe Attraction Radio. Ce que j'aime d'Attraction Radio, c'est qu'il désire être une image de marque et une référence indéniable et offrir une flexibilité d'accès à sa clientèle, tout comme notre service chez nous, chez France Pelletier. En permettant un impact rapide et sans limite, ça a permis à des gens qui ne me connaissaient pas de venir me rencontrer. La radio est sans contredit le plus chaleureux de tous les médias. Faites confiance à Attraction Radio et découvrez la force d'attraction. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Eh bien, on parle d'une grève possible. On a un mandat de grève en poche du côté de la CSN pour les travailleuses des CPE. Entre autres, un certain nombre de CPE à Sept-Îles touchés par cet appel. On en parle à l'instant avec le coordonnateur, non, le président du Conseil central Côte-Nord de la CSN, Guillaume Tremblay. Bonjour. Bonjour à vous. Guillaume, ça fait quelques jours là qu'il y a des assemblées générales rotatives. Il y en a eu à Bécomo, à Sept-Îles, à Fermont. On parle de 6 journées de grève à utiliser au moment jugé opportun. Dans les CPE, on est sans convention, là, sans contrat de travail depuis quoi? Plus de 2 ans maintenant? Depuis environ 30 mois. Alors, je vous dirais que la patience est une vertu, mais dans le cas des éducatrices de nos CPE, je pense que la patience a ses limites. Puis quand ça fait plus de 30 mois que tu es atteint pour un renouvellement de convention collective, ça ne fait aucun sens. On voit bien là toutes les intentions qu'il y a derrière ça. Là, quand on est aussi, ça prend autant de temps à renouveler une convention collective. D'ailleurs, ça fait tellement longtemps que aussitôt qu'on va pouvoir la signer, on va déjà être proche d'un processus de renouveler la convention collective. Ça peut vous donner une idée à quel point là c'est long comme renouvellement de convention collective. Ouais, mais là c'est des négociations qui sont compliquées, quoi, parce que d'une part on négocie avec l'employeur, là le CPE localement, qui a un regroupement régional puis une association provinciale aussi, mais aussi avec le ministère de la Famille. Finalement, il y a 2 paliers de négo, c'est plus compliqué. Oui, c'est sûr que ça peut complexifier un peu là ce genre le processus de négociation, mais il y a des négos locales, comme vous venez de le mentionner. Ça, je vous dirais que ça va quand même bien. Du côté de Sept-Îles, du côté de Fermont, on a des ententes de principe sur la table. Du côté de Bécomo, ça va quand même assez bien aussi. Mais c'est surtout au niveau national, sur les grandes revendications plus larges, notamment les assurances collectives, les salaires, les régimes de retraite, entre autres aussi la participation aux assemblées générales, au conseil d'administration des membres, là, les membres des conseils d'administration qui sont nos éducatrices. Ben là, il y a des demandes de l'employeur, imaginez-vous donc, de sortir les éducatrices des conseils d'administration. Pour nous, on trouve ça totalement inadmissible parce qu'on dit que les personnes les mieux placées sur les conseils d'administration pour que le CPE fonctionne bien, ben ce sont les éducatrices. Puis ça, on voudrait imaginer une demande patronale qui voudrait les sortir de là. Alors, pour nous autres, ça fait pas de sens. En fait, nos principales revendications dans cette négociation-là au niveau national, dans tous nos CPE, c'est de toujours garder la même qualité de service qu'on a présentement auprès des enfants. Oui, ça, partout au Québec, qu'on soit à Sept-Îles, Port-Cartier ou ailleurs, la même qualité de service. Le monétaire, quoi, c'est pas un problème, la négociation sur les salaires?
Oui, je vous dirais que oui, au niveau national, c'est un problème parce que les augmentations sont tellement ridicules, ce qu'ils nous proposent, en fait, la partie patronale. Puis nous, ce sur quoi on voudrait s'aligner, c'est ce qui a été donné dans le secteur public, qui n'était pas la panacée, là, en passant, là, on parlait de 5,25 %, puis ça dépendait là sur 5 ans, puis ça dépendait évidemment de dans quel secteur on était. Mais on voudrait surtout être proche de ça, ou en avoir plus, évidemment, mais on n'est pas en bas de ça. Fait qu'imaginez, c'est inacceptable. Ça ne suit même pas le coût de la vie quand on regarde ça plus largement. Il y a aussi les assurances collectives où l'employeur contribue très peu, autour de 5 à 10 %. Pour nous, ça fait pas de sens. Et il y a le régime de retraite qui, à ce moment-là, est très... où est-ce qu'on est loin par rapport à ça. La loi le dit très clairement, lorsqu'il y a un déficit, ça relève de l'employeur, mais il voudrait quand même nous faire assumer 50 % du déficit actuariel. Pour nous, ça fait pas de sens non plus. Mais c'est vrai que ça s'est pas négocié en même temps que toute la fonction publique, là, lors d'un front commun, puis tout ça, il y a 1 an et demi, quoi, on les a mis de côté, quoi, les employés de CPE, on négociait pas avec les autres. Ils sont pas dans le secteur public, ça c'est... Moi, c'est parapublic quand même. Puis j'aurais envie de vous dire, parce que la question que vous posez est tout à fait pertinente, j'aurais envie de vous dire que ça fait longtemps qu'on voit les libéraux aller là, politiquement par rapport au CPE. C'est pas un gouvernement qui est très, très CPE, c'est-à-dire qui souhaite continuer à développer ce réseau-là qui, en passant, fait l'unanimité, puis même qui est envié par d'autres provinces ou même par d'autres pays. Mais on le voit, là, les libéraux, depuis qu'ils sont au pouvoir, ou surtout dans les derniers mandats, ils ont pris beaucoup d'orientations ou de choix politiques pour les affaiblir, nos CPE, pour affaiblir ce réseau-là, pour le privatiser, en fait. Ça fait que ça peut expliquer pourquoi que ça prend beaucoup plus de temps à régler cette convention collective-là. Ici, à Sept-Îles, la présidente du syndicat des travailleuses en CPE, là, c'est Stéphanie Tanguay. Je pense qu'elle est au CPE sous le bon toit. Est-ce qu'il y a une solidarité, là? On parle quand même d'un vote à 93 %, mais la CSN ne représente pas l'ensemble des travailleuses de CPE de la Côte-Nord, là. On en représente un très grand nombre. Je vous dirais, sur la Côte-Nord, c'est 200 membres. Mais par rapport à la solidarité puis la mobilisation, là, on le voit dans nos assemblées générales qu'on a tenues pour le vote de grève, là, on avait une très grande participation. En fait, je dirais que c'est presque complet dans toutes nos assemblées. Ça fait que les gens sont très mobilisés. Je parlais de patience tantôt, là, les gens sont vraiment impatients. Les éducatrices sont impatientes. Puis par rapport à ce qui nous est offert avec la partie patronale, moi, je vous dirais que oui, les gens sont mobilisés. Puis ça a voté à 93 % en faveur d'une banque de 6 jours de journée de grève. Ça fait que les gens sont prêts, les éducatrices sont prêtes, puis on va aller de l'avant avec ça, puis régler ça une fois pour toutes pour se concentrer sur le travail qu'on a à faire auprès des enfants. Guillaume Tremblay, j'espère que le moment jugé opportun, là, vous allez l'annoncer assez d'avance aux parents, parce que c'est pas toujours le fun, là, une grève dans les CPE quand même. Il y a des parents qui peuvent se ramasser mal pris. C'est pas toujours grand-maman puis grand-papa sont pas toujours disponibles pour garder les petits, là. On le sait quand même, là, que c'est des services presque essentiels. Comment on va gérer ça, là, ce moyen de pression-là? Vous l'avez dit, on est d'accord avec vous, c'est un service essentiel, on le reconnaît. On reconnaît aussi ce que ça amène comme problématique quand on déclenche une journée de grève, mais ça fait longtemps qu'on parle aux parents quand ils viennent porter leurs enfants dans les établissements le matin. Ça fait longtemps qu'on leur dit à quel point là, on peut pas signer une convention collective comme ça avec ce qu'ils nous proposent. Ça fait qu'on fait un travail là-dessus que je vous dirais là. D'opinion publique, là, où ce que nous, on explique clairement aux parents dans quoi on se retrouve avec ce renouvellement de convention-là, ce renouvellement de convention collective-là. Et quand ça fait plus de 30 mois, M. Saint-Pierre, qu'on attend un renouvellement de convention collective, à date, là, les parents sont de notre côté, là. Ouais, vous êtes sûr de ça que les parents sont de votre côté? En tout cas, nous, quand on leur parle, là, ils sont d'accord avec nous, ils nous appuient dans nos revendications. C'est ce qu'on a, parce qu'on en a discuté dans nos assemblées de grève, là. Puis ils sont tout à fait d'accord avec ça. Oui, parce qu'il y en a sur les conseils d'administration, des parents aussi là qui sont de l'autre bord de la table quand on négocie, non? Oui, il y en a, mais ça, les conseils d'administration, justement, c'est pour toujours s'assurer que les services se donnent correctement dans le CPE, que le CPE soit bien administré. C'est pour ça qu'on retrouve un certain nombre de parents qui ont des sièges, puis on retrouve aussi un certain nombre de sièges qui
qui sont dévolus aux éducatrices, justement, pour qu'on soit capable de toujours avoir une bonne discussion, un bon dialogue, puis que la priorité soit toujours les enfants. Eh bien, il nous reste 2 petites minutes, Guillaume. On va pouvoir en profiter pour parler de Port-Cartier. On sait que vous représentez, la CSN représente là les employés à l'emploi de la ville de Port-Cartier. Il y a eu 2 manifestations lors des dernières séances publiques du Conseil. Ils ont été un petit peu en guerre avec la mairesse Violaine Doyle qui annonçait hier qu'elle aurait toute une équipe, presque un parti politique pour la prochaine campagne électorale. En plus de ce que vous avez fait déjà dans ce dossier-là, est-ce que vous allez participer à la campagne électorale à Port-Cartier? Ben, moi, je vous dirais que la campagne électorale pour la municipalité de Port-Cartier, ça appartient aux citoyens de Port-Cartier. Alors, nous, on va faire ce qu'on a à faire par rapport à nos travailleuses et nos travailleurs qu'on représente. Puis, les citoyens de Port-Cartier, eux, ben, c'est à eux à se prononcer sur qui doit les représenter au conseil municipal. Bon, évidemment, on va continuer le travail qu'on a à faire dans nos revendications, notamment sur ce qu'elle avait amené pour l'horaire de soir. Puis encore là, c'est un enjeu de service aux citoyens, M. Saint-Pierre. Quand nous, elle nous dit qu'elle veut améliorer le service, on a la même préoccupation qu'elle, c'est-à-dire que nous aussi, on veut les préserver, ces bons services-là qu'on donne aux citoyens. Puis en prenant un nombre de personnes de jour et en les plaçant de soir, on vient diminuer la qualité des services qu'on donne dans le jour. Et ça limitera pas. C'est très mathématique, hein? S'il y a 10 personnes qui donnent des services de jour dans la municipalité de Port-Cartier, puis ces gens-là, là, ils n'ont pas les bras croisés à attendre que la neige tombe, là. Ils travaillent tout le temps. Ils sont toujours en train de travailler. Ils ont toujours des tâches à effectuer. Alors, si on prend un nombre de personnes dans ces personnes-là qui sont de jour, puis on les place de soir, ben là, on va déplacer le problème de jour. Et ça se peut qu'on soit obligé d'appeler du temps supplémentaire de jour. Donc, ça ne règle pas le problème de temps supplémentaire. On n'améliore pas le service parce qu'on déshabille quelqu'un pour en habiller un autre, finalement, là. Même que je vous dirais plus parce que des fois, on dit on change 4,30 sous pour $1, mais là, on change 1,5 pièce pour 75 cents parce que c'est principalement de jour que les services doivent se donner. S'il y a des tempêtes de neige le soir, bon, on peut comprendre que là, mais ça, il y a personne qui est capable de les prévoir. Ouais, mais en même temps, moi, j'écoute les 2 points de vue, les 2 côtés de la médaille, le syndicat, puis aussi la mairesse, puis le conseil municipal. J'ai l'impression qu'il y a vraiment manqué de dialogue parce que tout le monde est d'accord là qu'on peut améliorer, qu'il y a des façons qu'on peut améliorer le service de déneigement sans trop de frais du côté de Port-Cartier. On se parle pas, quoi, entre le syndicat puis le conseil à Port-Cartier? Ben oui, on se parle. D'ailleurs, il y a une lettre d'entente qui fait partie de la convention collective où, dans le passé, on voulait s'assurer d'avoir de meilleurs services ou d'avoir certaines tâches qui s'effectuent le soir. On a accepté d'ouvrir justement ou d'aller dans cette zone-là, puis de prendre une lettre d'entente avec le conseil municipal. Puis il y a des tâches bien particulières qui sont dévolues à l'horaire de soir. Ça se retrouve là dans la convention collective par l'entremise d'une lettre d'entente. La lettre d'entente numéro 9, là, ça fait que je ne veux pas rentrer dans tous ces détails-là parce qu'on a peu de temps, mais oui, on a cette ouverture-là, mais dans ce cas-là qu'elle nous présente, pour nous, je l'ai dit tantôt, la priorité, c'est vraiment les services aux citoyens et on ne sera pas capable de les améliorer en y allant de cette façon-là où on va prendre des gens de jour puis les mettre de soir. Bon. Si elle nous annonçait qu'elle embaucherait du monde pour les mettre de soir, là, il y aurait vraiment une amélioration des services de soir, puis on ne viendrait pas toucher aux services de jour. Ça va vous faire des nouveaux membres, on s'en plaindra pas. Ben, personne va s'en plaindre, je pense. Guillaume Tremblay, président du Conseil central Côte-Nord de la CSN. On va surveiller de près là les 6 jours de grève. On a ça en banque là à un moment jugé opportun concernant les 200 membres de la CSN qui sont à l'emploi de CPE sur la Côte-Nord. Il y en a quelques-uns du côté de Sept-Îles. Donc, on surveille ça. Un gros merci pour l'entrevue de ce midi. C'est moi qui vous remercie. Puis, je le rappelle encore, les parents vont être prévenus d'avance quand on va utiliser ces journées de grève-là. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Nouveauté chez La Joie Réfrigération. Nous sommes fiers de vous annoncer que nous détenons maintenant la populaire ligne de produits Ricardo. De plus, profitez de l'occasion pour vous procurer notre toute nouvelle carte fidélité afin de bénéficier de rabais. Alors venez voir nos nouveautés chez La Joie Réfrigération située au 157 rue du Père Divet.
Hey, ma, Oui, mon chéri. pourquoi la moitié de mon linge est encore sale? Je te retourne la question. Pourquoi la moitié du ménage que je t'ai demandé de faire est pas faite? Oh, ma! Puis ta note de 50%, mon chéri, en maths, c'est quoi ça? Oh, ma! Au lieu d'être déçu du ménage à 50% ou du 50% en maths de Fiston, gâtez-vous à 100% grâce à la boutique Attraction. Tout y est à 50% de rabais et parfois même plus. Boutiqueattraction.com ou un 50% vaut vraiment un 100%. Sanimanique Côte-Nord a plusieurs postes à combler pour ses activités journalières à cette île, tels qu'opérateur de camion vacuum, chauffeur de camion citerne et aide-opérateur. Vous devez avoir un permis de conduire valide selon la classe recherchée. Envoyez votre CV par courriel à info.si@sanimaniquecotenord.com ou apportez-le en personne au 1707 Boulevard L'Art. Côte-Nord. Attitude. Midi 28, on va parler culture, Jean, pour une bonne partie de l'émission, je dirais, aujourd'hui. C'est les 21e journées de la culture. On a dévoilé hier la programmation du côté de la ville de Sept-Îles. J'imagine que c'est sur le site internet, là, ville-sept-îles.qc.ca. Une belle programmation encore cette année. Ouais, ben écoute, pour savoir pour le site web, on va demander, tiens, à Pascal Malenfant, qui est agent de développement culturel à la ville de Sept-Îles. Bon midi. Bon midi. Donc oui, on peut déjà planifier nos journées de la culture pour la fin de semaine prochaine parce que tout ça est disponible dès maintenant. Absolument. La programmation est déjà sur le site internet de la ville. En fait, depuis hier, vous allez retrouver des programmations papier, là, probablement au cours de la fin de semaine. Il va y en avoir du côté de la bibliothèque, un petit peu partout là, dans les places en ville. La semaine prochaine, vous allez les voir de plus en plus. Et vraiment, c'est une belle programmation là, qui est offerte à la population encore cette année. Ben, les journées de la culture, c'est un peu ça qui lance la saison culturelle de la ville, là. Oui, c'est un peu ça. En fait, même cette année, ici, on commence un petit peu avant les Journées de la culture. Nous, on l'a inclus dans notre programmation locale parce qu'il y a des portes ouvertes à l'école de musique et il y a la présentation de l'harmonie aux primaires. Cette fin de semaine ici, là, le 24. Donc, ça, c'est le fun parce que ça montre aux enfants du primaire c'est quoi une harmonie, c'est quoi les instruments dans un ensemble pop jazz, à quoi on peut s'attendre avant leur entrée au secondaire parce que souvent, ils doivent faire leur choix de programme, là, décider ils vont s'en aller dans quelle orientation. Donc, ça leur donne un petit peu l'envie, là, s'il y avait l'oreille musicale. Je vois ça aussi qu'il y a une autre activité là qui commence le 27 septembre. On a décidé d'étendre un peu, de tricher un peu sur les journées de la culture, finalement. C'est du 29 septembre au 1er octobre, mais là, il y en a déjà le 24 septembre. Puis le 27. Oui, on triche un petit peu. Ça avait d'appeler ça les semaines de culture. J'ai appris aujourd'hui que le 28 septembre, c'était la journée du loisir culturel. Okay. Donc, je me dis qu'on triche, mais on est quand même dans le thème. C'est correct. Sinon, un projet dont on est très fiers là, du côté de l'entente de développement culturel, c'est le lancement de notre nouveau circuit d'art public. On commence à en avoir un peu plus partout en ville, là, notamment avec les sculptures qui ont été installées dans le parc des Jardins de l'Anse. Et là, on a fait un petit document qu'on va présenter aux gens durant les Journées de la culture, qui est un circuit que les gens vont pouvoir faire de façon autonome, savoir où elles sont, ces différentes sculptures-là, ces différentes œuvres-là, parce que c'est pas seulement des sculptures. Il y a des murales aussi en ville. Là, on en a 2 présentement là, de Camille Deschênes-Côté. Puis sinon, ben c'est ça, la programmation est très étayée. Il va se passer plusieurs choses du côté du musée. Là, c'est très particulier cette année parce que le musée entre en rénovation très bientôt. Ah, il faut aller le voir avant qu'il ferme. Oui. Ils vont fermer pendant les rénaux, ils n'ont pas le choix. Alors, il y a eu pendant les camps d'été de Christine Lebel cet été, il y a eu de la peinture qui a été faite sur les murs de la cour intérieure. Puis là, pendant les Journées de la culture, on prend d'assaut les murs extérieurs aussi. Donc, tous les murs autour du musée, il y a des artistes qui sont impliqués dans le projet. La population peut s'inscrire pour être dans une équipe d'artistes. Et le thème des Journées de la culture cette année, c'est le patrimoine culturel. Donc, on invite nos artistes à représenter notre patrimoine culturel directement sur les murs. Puis, on peut se le permettre parce que 2 semaines après, on change le revêtement de toute façon. Donc, ça va vraiment amener une couleur différente. Puis, on le sait, on a des bateaux de croisière qui s'en viennent. Donc... Dès le lendemain, le Queen Mary 2, le lendemain des Journées de la culture, ils vont la culture avoir, va se poursuivre. Effectivement, ils vont avoir l'opportunité de voir ça. Ça va probablement susciter des questions. Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment avec la peinture directement sur les murs? On va pouvoir leur expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Ça fait que ça, c'est vraiment un
beau projet qu'on appelle Ajoute ta couleur à notre patrimoine. Ça fait que les gens vont pouvoir s'impliquer là-dedans. Mais sinon, c'est diversifié, là. Ça va des visites aux ateliers de danse. Vous avez toujours rêvé de faire partie de la troupe Tamti de l'âme. On vous invite à aller danser avec eux. Pas juste voir une répétition, aller essayer. Vraiment aller essayer avec eux parce que des fois on n'ose pas, hein. On sait pas si on est bon en danse. Non, on n'ose pas. On n'a pas toutes la même coordination. C'est la même chose en impro, tu sais, Valérie, on sait pas tout le temps d'avance si on est bon à l'impro. Non, tout à fait. Ben, le samedi soir, l'impro nous présente les équipes de cette année. On a eu un petit avant-goût d'improvisation au Festival de l'environnement la semaine dernière. J'ai eu le plaisir de voir ça du côté du Vieux-Poste. Mais là, vraiment, c'est le samedi soir là qu'on lance cette saison d'improvisation. Ouais, les 4 équipes vont être en action samedi prochain. Moi, je commence à avoir hâte, là. Je commence à avoir les petits papillons pour la prochaine saison. Il y a plein d'activités à la bibliothèque aussi, là. Je voyais ça vraiment. Je trouve que cette année, se sont donnés là pour les Journées de la culture. La bibliothèque, vraiment, il y a un brunch musical. Il y a une activité d'haïku en collaboration avec Bibliothèque et Archives nationales où on va identifier des photos historiques à certains haïkus. C'est comme un jeu, c'est comme un petit relais. Il y a une grande fête de la rentrée vraiment le dimanche là où là toute la population est invitée, puis là il y a des performances en direct, il y a de l'animation pour les enfants. Le jardin communautaire Ruisseau Bois-Joli aussi qui offre des activités culturelles là dans les dernières années. Si vous n'êtes pas encore allé faire un petit tour de ce côté-là pour voir la dernière murale de Camille Deschênes-Côté qui a été faite sur un bâtiment qui est pas très beau, on va se le dire, c'est un bâtiment d'une station de pompage d'eau, un bâtiment municipal. Puis une belle murale pour agrémenter ce bâtiment-là. Puis aussi, il y a visite du jardin de plantes médicinales le dimanche matin, mais juste avant ça, le samedi matin, pardon. Mais juste avant ça, le vendredi soir, on a une soirée de contes et légendes inuit avec l'artiste conteuse Joanne Grégoire. Puis ça, on a vu ses contes, on commence à la connaître plus parce qu'elle fait des contes depuis longtemps, mais avec le festival Sept-Îles en mots, on en entend de plus en plus parler. Puis là, elle va nous faire une belle soirée là au jardin vendredi soir. Le rôle de la ville de Sept-Îles dans des activités comme les Journées de la culture, bon là, on relaie les activités, on a ça sur le site de la ville. Est-ce que vous avez votre mot à dire dans le choix des activités ou comment ça se fait? Chaque artiste est libre de présenter une activité ou non. Pour faire figurer au sein des Journées de la culture, ça doit être une activité gratuite. Okay. Notre rôle à nous, en plus d'aider et de coordonner, là, je suis impliquée beaucoup dans la coordination de certaines activités, entre autres du côté du musée, là, avec l'activité de peinture sur les murs et tout ça. Mais notre rôle, c'est vraiment de bâtir cette programmation-là et de la mettre disponible pour les gens. Parce qu'il arrive sur les Journées de la culture au national, faut donner nos activités avant la fin juin. Et à la fin juin, on sait ce que c'est, là. C'est souvent des comités de bénévoles. C'est ça. C'est souvent, et personne ne sait. On vient de finir nos activités de l'année, on le sait pas qu'est-ce qu'on va faire au mois de septembre. Alors, pourquoi on a décidé de commencer à faire une programmation locale? C'est pour donner le temps aux petites organisations de pouvoir ajouter des activités. Maintenant, avec les Journées de la culture, comme il y a un volet qui est très web, on peut ajouter à la dernière minute des activités, mais on se retrouve pas dans l'imprimé, dans la presse, dans le devoir et tout ça. Mais on peut toujours aller rajouter une petite correction sur le site Internet. Mais cette programmation locale-là nous permet d'en dire plus. C'est pour ça que quand on va sur le site du gouvernement du Québec, Journée de la culture, il y a à peu près à peine 20% de la programmation de cette île-là. Mais je suis toujours impressionné par le nombre d'activités chez nous. On regarde ailleurs, là, puis les Journées de la culture, on n'entend pas parler de ça tant que ça, là. Pourquoi cette île? C'est notre milieu culturel qui est dynamique ou c'est parce que on a ciblé les Journées de la culture, finalement? On a un milieu culturel dynamique, mais ce qu'on veut faire souvent, c'est notre rentrée culturelle avec ça. C'est ce qu'on aime faire. C'est comme un lancement. On dit bon, ben ça y est, là, tu sais, ça nous a donné un mois avec la rentrée scolaire, puis là, c'est le lancement des activités vraiment culturelles dans la ville. Mais il est dynamique et solidaire, notre milieu culturel, hein, parce qu'on voit des chicanes de ce temps-ci entre l'économie, la politique, on s'en va en campagne électorale, mais dans le monde de la culture, il me semble que c'est un beau noyau de gens unis. Vous allez le voir aussi dans la programmation des Journées de la culture. Vous retrouvez les mêmes artistes à plusieurs activités et qui collaborent dans différents projets parce que oui, justement, on aime s'entraider puis on aime se côtoyer. Puis là, ben, je vois que Mme Moleski est arrivée avec nous. Ça fait que ça en est un autre bel exemple de participation et de collaboration, le projet Origine Côte-Nord.
C'est pas parce qu'on veut pas en parler, c'est parce qu'on attend que Mme Moleski vienne nous voir au micro. Exactement, puis ça s'en vient d'ailleurs. Donc, des activités qui sont gratuites. En principe, c'est du 29 au 29-30 septembre, 1er octobre. Mais là, comme on en a discuté tantôt, on déroge un petit peu de ça, puis il y en aura avant. Donc, le mieux, c'est d'aller faire un tour sur le site de la ville, de prendre connaissance de cette programmation-là qui est riche et de se faire un horaire. Oui, je dois vous dire aussi qu'il y a une activité qui a été annulée, malheureusement. On a eu l'information seulement en fin de journée hier. Joanne aussi a dû quitter la région un petit peu plus tôt. Donc, les ateliers qui devaient se passer du côté de la 8e île n'auront pas lieu. OK. Mais sinon, pour tout le reste, là, c'est vraiment complet. Parfait. Donc, on est informé là-dessus. Et c'est ça, comme on le disait, il y a Kathleen Walsh-Moleski qui vient d'entrer avec nous en studio et elle va nous parler dans quelques instants de cette exposition qui aura lieu au Musée régional de la Côte-Nord dans le cadre des Journées de la culture. Ça s'appelle Origine Côte-Nord et ça va être bien intéressant. On en parle dans quelques instants à Côte-Nord Attitude. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94.1. C'est grand, c'est très grand, c'est même très très grand. Grand arrivage à votre magasin La Liquidation. On n'a que du neuf pour vous. Grand choix de vêtements pour toute la famille. Grand choix de décoration, dont de la déco exotique. Et La Liquidation, c'est toujours le plus grand choix de meubles pour la cuisine, le salon et la chambre à coucher. On a aussi un grand spécial sur les matelas et un grand arrivage de luminaires. La Liquidation, toujours le magasin de meubles le moins cher de la région avec que du neuf pour vous. La Liquidation, 460 Place du Commerce. Chez Côte-Nord Mitsubishi, on a tellement confiance en nos produits qu'on vous offre la garantie prolongée 10 ans, 160 000 km, jusqu'au 30 septembre prochain, et ce, sans frais. De plus, obtenez 0% d'intérêt sur tous nos modèles 2017. Passez nous voir au 100 rue Napoléon Sept-Îles et n'oubliez pas, l'offre prend fin le 30 septembre prochain. Mitsubishi, mieux construit, mieux garanti, c'est promis. C'est moi qui vous le dis. Sylvain Mercier, Côte-Nord, Mitsubishi. Détail en succursale. Attitude. On continue notre série d'entrevues sur la culture. Jean, tout à l'heure, on a eu justement la programmation des Journées de la culture et l'une de ces activités-là, je crois qu'il va faire bien jaser et qui va être super intéressante, c'est une exposition. On veut en fait retracer les origines de la Côte-Nord. Oui, j'ai hâte qu'on explique ça aux gens. Là, c'est un beau projet d'envergure à part ça. Et puis pour nous en parler, l'artiste en art visuel, photographe Kathleen Walsh-Moleski est avec nous. Bonjour, madame. Bonjour. Rapprochez-vous du micro là pour nous expliquer votre projet. Ça vient d'où? C'est quoi l'origine du projet Origine finalement? Ça fait des années qu'on y pense, quoi. Elle était depuis le début de l'été. J'ai regardé tous les projets sur la télévision qui étaient créés pour le 150e anniversaire canadien. Et je ne peux pas trouver quelque chose de notre région. Il y avait le Grand Volier, mais il n'y avait pas beaucoup, pas les individuels. Donc j'ai pensé de créer une carte qui montre toutes les nationalités de tous les jeunes ou leurs antécédents qui sont restés sur la Côte-Nord. Ils sont arrivés d'où? Et j'ai appelé Pascal, j'ai appelé Jacques Proulx et Michel Lefort et d'autres artistes pour des collaborateurs. Et tout le monde a pensé que c'était une bonne idée. Actuellement, on a eu beaucoup de support par la ville, par les musées, par les communautaires, par les écoles, tout. Malheureusement, il commençait pendant les vacances. On a demandé des informations, on a écrit une lettre au bureau de Pascal ou par courriel ou téléphone à moi. Et au cause qu'il a commencé au fin de juin, tous les enfants étaient en vacances et sur leur réentrée, tous les directeurs étaient occupés. Donc, effectivement, on a eu beaucoup de possibilités qu'on ne peut pas exploiter au cause des vacances. Oui. Mais beaucoup d'enthousiasme, les gens étaient tellement gentils, les gens m'ont passé beaucoup de possibilités. Donc, on a décidé de prolonger ça l'année prochaine. Pas pour la journée, ce sera la présentation de la carte pendant la journée, le samedi, au musée régional, 1h à 4h30, samedi le 30. Mais on veut continuer pour suivre les réponses des jeunes qui viennent de nationalités différentes jusqu'à peut-être mi-2018. Et on veut trouver une place pour exposer la carte
permanemment, j'espère. Ouais, parce que c'est un travail colossal, là, je veux dire, de retracer justement les origines de toute cette Côte-Nord. Est-ce que vous avez fait des découvertes un peu surprenantes dans les recherches que vous avez faites jusqu'à maintenant? À ce point, j'ai eu plus de noms, plus de nationalités qui étaient transférés par les amis qui connaissent quelqu'un, ou habitent à côté de quelqu'un, plus qu'on a reçu sur le Gmail actuellement. Je pense que c'était en large part à cause des vacances. Beaucoup des communiqués, beaucoup des informations ne sont pas arrivées dans les villages où j'ai prévu les étudiants pour apporter les nouvelles. Et ça, l'année prochaine, je pense que je veux prendre le bateau moi-même à chaque village et utiliser mes contacts dans chaque village. Oui, parce que là, c'est un territoire, c'est un grand territoire, là, la Côte-Nord. Là, il y a beaucoup de places où aller faire un tour. Beaucoup des étudiants, beaucoup de villages inuits et aussi les villages anglais sur la Côte-Nord. So, ils demandent, je pense, une touche plus personnelle, parce qu'il était bien communiqué par beaucoup de jeunes. Mais c'est la réponse. Mais maintenant, j'ai appelé le directeur d'une école, par exemple. Il n'a pas déjà ouvert le courriel qu'il a reçu jusqu'avant ils ont pris leurs vacances. Il faut répéter qu'est-ce qu'on a déjà fait, mais une chose je trouve très importante. J'ai contacté Kathleen André à Tchekapèche et elle m'a donné le nom d'une personne qui peut traduire nos informations en Innu. So, on essaie l'année prochaine, pas juste les 2 langues, on a déjà eu les affiches, mais 3 langues l'année prochaine. Oui, ça sera une grande chose, je pense. Tu as même un projet qu'on pourrait réaliser dans 50 langues, parce que ici, des années 50, là, il est arrivé des Allemands, des Italiens, de toutes sortes de monde à cette île et sur la Côte-Nord, quand même, avec les projets miniers, le démarrage de ces projets-là. Oui, j'ai trouvé actuellement, j'ai réalisé, c'est pas juste à cause de l'économie que les gens ont quitté la Côte-Nord, mais pendant la construction et l'opération d'Alouette, par exemple, il y avait beaucoup des étrangers par tout le monde. Et maintenant, la plupart de ces jeunes sont quittés cette île, sauf moi et mon mari. Mais oui, Alouette avait un directeur qui venait d'Afrique du Sud à l'époque. Mais faut être passionné de sa région, puis faut être passionné d'histoire aussi pour se lancer dans un projet aussi grand que celui-là. Oui, mais actuellement, on est arrivé ici 89 pour 2 ans, pour la construction d'Alouette. Mais à cause du paysage, à cause d'on a acheté une maison au bord de la mer, on a acheté 2 canots, on ne peut pas quitter la région. Combien de gens qui nous ont dit ça, hein? Moi, j'étais venu pour 2 semaines, puis je suis resté, je suis encore là après 25, 30, 40 ans. Des gens de d'autres régions du Québec aussi, là. C'est ça. Mais j'imagine que la culture autochtone va avoir une place vraiment particulière dans ce projet-là, quand même. J'espère. Monsieur Moreau, Chapoutman a trouvé un très beau projet. Il a donné beaucoup d'enthousiasme vers le projet. Et Kathleen André m'a donné les symboles des chefs de beaucoup de villages dans la province. Il faut que je décide quel village se part de la Côte-Nord et non, mais maintenant j'ai des amis qui peuvent aider moi avec ça. Et parce que je veux absolument inclure les 3 langues, par exemple, et toutes les bandes qui existent, pas juste Malio et Uchat, mais le petit village au nord de Fermont, par exemple. Si il est vraiment une part de la Côte-Nord, je veux ça sera inclus. Mais aussi, pour cette année, à cause on n'a pas le carte complète, comme on a pensé l'année prochaine, mais la carte est faite grâce à ma fille, mon mari et Michel Lefort. Mais là, il y a encore on peut encore vous envoyer des informations, là, si jamais on entend ça ce midi, puis on se dit, hey, moi, il me semble, j'ai souvenir de quelque chose, ou j'ai des gens dans ma famille, j'ai des amis. On peut encore envoyer des informations. Ah oui, absolument. Je veux laisser des informations ici aussi. Mais, absolument. Et plus, je les appelle. Je n'ai pas déjà écrit. Ce soir, j'ai une réunion avec 10 femmes. Il y a minimum 3 nationalités. Je veux absolument insister. Il ne peut pas manger avant qu'ils ont complété le formulaire. Parce que Pascal, tu peux nous donner l'adresse justement. Oui, là, en fait, pour nous envoyer des informations, c'est originecôtenord@gmail.com. Donc, origine au pluriel, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'origines. Puis, concrètement, là, ce qu'on va voir, le début de projet qu'on va poursuivre pendant toute l'année, c'est vraiment la carte. On a commencé à recenser dans chaque ville de la Côte-Nord
quelle nationalité était présente dans chaque ville et village. Donc, c'est ce qu'on va montrer l'avancement du projet, où on est rendu avec ce projet-là. Et ça se passe du côté du musée, dans la cour intérieure. Donc, une pierre deux coups, quand vous allez venir au musée, vous pouvez visiter les expositions, vous pouvez voir les artistes à l'œuvre à l'extérieur et vous pouvez voir le projet de Kathleen dans la cour intérieure du musée. En même temps, on parle de culture au sens large aussi, là. C'est culture et nationalité. Il va y avoir de la musique, pas juste des arts visuels. Là. Il va y avoir toutes sortes de choses autour de ça. Oui, il faut que je dise merci, spécialement à Jacques Proulx. Qui est un musicien de jazz bien connu dans la région. Oui. 4 fois, il a organisé la musique pour moi. Et il veut être là, j'espère, sauf qu'il travaille au Côte-Sud. Il sera là avec des amis comme Terry Kennedy, Magdala Pierre Poirier et la madame qui est la chanteuse Nathalie Chalande. Avec des guitares, avec les chansons. Et il veut jouer les musiques des nations, j'espère. Lors de l'événement, oui. Dans les cadres des Journées de la culture. Oui, oui, exactement. Dans la période de le musée. Il ne peut pas circuler par tout le musée aux causes de l'électricité. Peut-être les jeunes qui viennent pour les peintures des murs à l'extérieur peuvent écouter la musique aussi. Je pense, oui. Ben, on va les entendre parce que c'est dans la cour intérieure, mais c'est quand même à l'extérieur. Là, on va voyager, on risque de très bien les entendre. Oui. Ben, c'est à suivre. Ça, c'est le dimanche, donc, dans les Journées de la culture, le lancement. C'est le samedi. Oui. Le 30. Samedi après-midi, c'est ça? Oui. Bon. Mais il y a trop de choses en même temps, la Journée de la culture, Pascal, ça devient difficile. Il faut faire des choix. Il faut faire un petit circuit. C'est pour ça qu'on a essayé de concentrer quelques activités en même temps du côté du musée. Parce que faut faire pour que les gens, tant qu'à se déplacer, puissent faire le tour. Mais quand même, samedi après-midi, on peut assister à 3 activités du côté du musée. On peut faire les bricolages, puis aller voir ce que les galeries montagnaises organisent dans l'avant-midi et un peu dans l'après-midi. Puis du côté de la bibliothèque, le lancement de la liste, c'est en soirée. Donc, je pense qu'on peut se faire un beau circuit, là. On a organisé ça pour qu'on puisse faire plein d'affaires dans la même fin de semaine. T'as tout compris. Pascal Malenfant, Kathleen Walsh-Moleski, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon, on souhaite aux gens de faire le plein de culture en fin de semaine prochaine. 12h49, petite pause ensuite. On a la chronique avec Développement économique, c'est-il. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. La chronique économique vous est présentée par Développement économique Sept-Îles. Pour notre chronique de développement économique Sept-Îles, on va revenir sur l'annonce de vendredi dernier. On sait que Développement économique Sept-Îles est associé au projet Mine Arnaud depuis les tout débuts. L'annonce vendredi a sûrement semé un petit peu de tristesse là, dans l'équipe, dans les gens qui gravitent autour de Développement économique Sept-Îles. Le président du conseil d'administration est avec nous pour la chronique. Marc Brouillette, bonjour. Bonjour. Est-ce que ça a été, ça refroidit les ardeurs des gens qui travaillent en développement économique? L'annonce de Mine Arnaud, ça fait quand même des années qu'on l'espère qu'on y travaille là, au sein de votre corporation. Ben, c'est sûr, comme j'ai dit, c'est pas la nouvelle qu'on attendait là, de loin. Puis je comprends qu'il y a des gens qui ont manifesté leur déception, d'autres qui ont manifesté leurs émotions. Puis il faut accepter ça. Là. Dans une société civile, là, c'est correct. Ceci dit, c'est pas le premier dossier auquel on est associé de près ou de loin qu'on vit une embûche de cette envergure-là et qu'on continue d'aller de l'avant pour amener un dossier à bon port. Puis, entre vous puis moi, je vais vous donner un exemple, là. Concret, là, qui aurait pensé que Cliff, qui a payé 4,9 milliards pour Bloom Lake, qui continuait à investir à coups de dizaines de millions dans le développement de la mine, aurait un jour fait une cession de ses biens, un C36? Qui aurait pensé ça? Pas grand monde. Puis qui, aujourd'hui, aurait pensé qu'avec le coût du minerai de fer qu'on a sur le marché actuellement, que des gens comme Champion ont l'intention, on le voit bien, ont l'intention de repartir de la mine dans un contexte où, en général, c'est pas favorable pour repartir une mine. Ça, c'est un exemple. Il y a d'autres exemples. Qui aurait pensé, quand ITT, dans les années 80, a fermé, hein, on se souvient, l'usine venait d'être faite, 200 millions d'investis, on l'a fermé. Les gens de Port-Cartier ont pris le dossier en main. Ça leur a pris plusieurs années. Ils ont été chercher des décrets
secret pour empêcher le démantèlement. Puis aujourd'hui, regardez qu'est-ce que ça leur donne. Ça leur donne ce qu'on connaît, là, de beaux projets. Mais ça, c'est des dossiers qu'on parle, c'est des dossiers de 20 ans qu'on se bat d'un jour à l'autre. Alors, c'est important de se battre parce que dans le cas de Ménarneau, on a des acquis, on a été chercher des certificats d'autorisation, on a complété l'étude de faisabilité, on a acheté des équipements via la société qu'on a créée pour Pointe-Noire. Le dossier, il est là, il est à maturité. Alors, malheureusement, les partenaires financiers qui étaient là, en tout cas, un des partenaires financiers sur lequel on fondait des espoirs, ça n'a pas marché dans la négociation. Le marché semble avoir contribué à ça. Il y a peut-être d'autres facteurs, on ne saura jamais, entre vous et moi, le fin fond de toute cette histoire-là, mais c'est vrai que le marché semble ne pas avoir aidé. Puis le marché, c'est une autre affaire que personne peut contrôler. Que ce soit de l'aluminium, l'apatite, le fer, le secteur des métaux, regardez, c'est volatile, on le voit là. Ça change tellement vite que les conditions géopolitiques au niveau mondial, les conditions météorologiques, là, on le voit là, l'essence, là, l'impact de ce qui s'est passé au Texas. Ça, là, ça nous affecte tout le monde dans notre vie, veut pas. On veut bien tout contrôler nos affaires du mieux qu'on peut, mais on se rend compte de plus en plus que c'est difficile de contrôler tout ce qui peut graviter autour d'un dossier de cette ampleur-là. On aurait pu donner l'exemple d'Alouette aussi, hein. C'est un consortium de 5 entreprises internationales, Alouette. À l'époque de Jean-Marc Dion, ça n'a pas été si facile que ça, puis il y a eu quelques noms, là, avant qu'on réussisse à regrouper les gens qui ont démarré Aluminerie Alouette. La Société Générale de Financement du gouvernement du Québec a fait à l'époque un peu le même travail que fait Investissement Québec dans Ménarneau, mais aujourd'hui, c'est notre succès économique, Alouette, quand même. Oui, mais écoutez, là, vous parlez de la phase 1. Je ne sais pas si les gens se souviennent de la phase 2. J'étais impliqué. Le premier discours quasiment politique à ce moment-là de Jean Charest qui était pas au pouvoir, c'est qu'il voulait pas de la phase 2 d'Aluminerie Alouette. Il a fallu que quand il est retourné au pouvoir, le convaincre. Puis dans l'intervalle, les gens se souviennent peut-être pas de la course aux 500 MW qu'il fallait obtenir pour réaliser la phase 2, puis qu'on était en compétition avec Alcoa, Bécomo, puis Alcan, Saguenay, puis qu'en bout de piste, là, on voit bien qu'il y a eu des entrejeux, certainement au niveau administratif, politique et autres. Ben, Alcan est devenu propriétaire, puis là, on a obtenu le bloc de 500 MW. Mais ça, cette période-là, là, ça a duré des mois, voire des années pour, justement, en arriver avec la phase 2 d'Aluminerie Alouette. SM3, écoutez, SM3, le BAP avait refusé le dossier tel que présenté par Hydro-Québec. On se souvient de tout ce qui s'est passé dans le dossier, malheureusement, les impacts de ce dossier-là dans la communauté. C'est de l'histoire de notre économie à vous et à moi qui fait que si à chacun de ces moments-là, les gens qui étaient en charge de notre économie avaient dit on baisse les bras puis regarde, bonsoir la visite, ben vous auriez pas ce que vous avez à Port-Cartier avec Arbeck, vous auriez pas l'aluminerie phase 1, phase 2 puis toutes les à côté que ça amène, vous auriez certainement pas SM3 puis encore bien moins la Romaine 1 puis la Romaine 3 qui est en train de se produire. C'est ça la vraie vie de la Côte-Nord, là, puis de cette île. Investissement Québec, est-ce qu'ils font les bonnes choses quand même là-dedans? Monsieur Côté est venu à cette île, puis tout son message, en tout cas, nous, ce qu'on a entendu, le point de presse, puis tout ça, c'était beaucoup axé sur l'espoir, là, même s'il venait annoncer un report du projet, il le faisait en voulant garder l'espoir dans le milieu. Est-ce qu'on fait les bonnes choses du côté d'Investissement Québec? Investissement Québec, du côté des intervenants économiques, on a respecté leur façon de faire, mais c'était pas la façon que normalement on a procédé dans les autres dossiers dont je viens de vous faire état, où on avait une proximité plus évidente dans le dossier. Mais tu respectes, c'est l'investisseur, c'est le promoteur, puis il dit, écoute, nous on fonctionne de cette façon-là, c'est correct, faut y faire confiance, on suit le dossier, on le supporte, on fait des interventions qu'on a à faire. Mais je pense que la conclusion, puis Monsieur Côté l'a très bien exprimé, c'est qu'il veut travailler de façon différente et beaucoup plus étroite avec le milieu. Puis je vous confirme que nous, on a pris la balle au rebond et on a convenu qu'on rencontrait les gens d'Investissement Québec le 27 septembre prochain. Alors déjà là, le plan de match, il va s'amorcer puis on va l'établir ensemble. Ce qu'on n'a pas fait puis qu'on n'a pas eu avant. Puis il faut pas, je veux pas lancer de pierre, là, je vais être clair. Leur façon de procéder a fonctionné dans d'autres dossiers. Dans le nôtre, je pense que le constat, il y avait peut-être une approche différente. Il aurait peut-être dû la faire avec peut-être un peu plus d'input du milieu. Mais ça, c'est facile là après, hein. C'est toujours facile après. Fait que là, on veut pas revivre ça. On se l'est dit clairement.
président, il a rencontré les acteurs socio-économiques, là, comme vous le savez, sur cette base-là de rapprochement, de la collaboration, de faire ça autrement, notamment pour la démarche de démarchage, excusez-moi le jeu de mots, là, mais on a convenu là, qu'on ferait cette étape-là plus ensemble maintenant. Donc, développement économique, c'est-il votre rôle, entre autres lors de la rencontre du 27 septembre que vous allez avoir avec Investissement de Québec, c'est de s'assurer que le dossier reste actif, que les partenaires potentiels qui pourraient l'opérer, la mine, ont toute l'information, puis sont au courant, là, parce que effectivement, il peut y avoir des changements rapides sur les marchés, puis que l'opportunité se présente plus rapidement que prévu, là. Oui, parce qu'il faut jamais oublier que le produit d'apatite que nous avons se compare, là, je donne l'image, c'est comme la qualité du fer que nous avons ici sur la Côte-Nord. Il y a une prime qui est versée pour la qualité du fer. Ben, c'est la même chose. Notre apatite n'a pas de contaminant. Elle n'a pas cet élément-là. Et elle a une valeur qui lui amène une prime. Et il y a un marché d'acheteurs qui est intéressant à payer pour cette prime-là. On le voit là, au niveau mondial, là, en quelques secondes là, à peine, au niveau mondial actuellement, on fait un dumping de l'apatite, contaminée ou pas, là, qui est fait dans le secteur de l'Afrique et de l'Inde. Là, les portes sont ouvertes, puis on se casse pas la tête. Sauf qu'on voit que tranquillement, pas vite, il y a un souci de qualité, de non-contaminants au niveau de l'Union européenne. On veut même légiférer. Mais ce souci-là, là, il est dans la suite de beaucoup de choses qu'on vit dans la qualité de produit maintenant que les consommateurs veulent obtenir. Ils sont prêts à payer des primes pour ça, pour ne pas avoir des contaminants, que ce soit des gras, des ci, des ça, là. Et ça, il y a de l'intérêt à ce moment-ci. C'est ce positionnement-là qu'on doit aller chercher pour l'apatite du Québec. Puis il faut continuer à développer, puis je le dis là, faut développer la filière phosphatique. Il faut développer ça. Cette île est en avance, mais Ariane, dans le coin de Saguenay aussi, est important parce que ça vient consolider notre secteur de l'apatite au Québec. Puis si on a assez de volume, ben là, il va peut-être falloir se poser la question, est-ce que ça vaudrait pas la peine de le transformer au Québec? Parce que nous, on en achète de l'apatite. Alors, vous savez, là, il faut regarder ça là à long terme. Mais c'est pas demain matin qu'on va transformer là, au Québec. Ça, c'est sûr et certain. Mais d'y penser puis de développer la filière, je pense que c'est déjà énorme. En terminant, la classe politique dans tout ça, là, il y a Steve Chapado qui me disait cette semaine qu'il trouvait un peu désolant que le politique et l'économique ne travaillent pas en solidarité derrière les projets de développement à cette île. Il y a justement Ariane Phosphate qui est dans le décor. Au Saguenay, ils sont habitués là, de faire du lobbying politique, puis sont généralement solidaires derrière leurs projets économiques. Est-ce que c'est une inquiétude, ça, pour cette île? On a été toujours dans ces situations-là, on est en général en compétition avec quelqu'un d'autre, que ce soit au Québec, que ce soit mondialement. Puis je vais donner l'exemple de la phase 2 de la course aux 500 mégawatts. Je pourrais vous donner l'exemple à un moment donné du siège social de la Société du Plan Nord. Souvenez-vous, là, on était je sais pas combien de municipalités puis de villes. Ce qu'on a toujours dit au gouvernement, c'est faites attention pour pas nous mettre en compétition les régions parce que c'est pas productif. C'est clair, net et précis. Mais il y a toujours de la compétition et les compétiteurs font ce qu'ils ont à faire. Vous pouvez pas les empêcher de sensibiliser les instances politiques pour faire avancer leurs projets. On l'a fait nous-mêmes pour plusieurs dossiers, dont Mine Arnaud. Alors, eux autres aussi doivent dire la même chose de l'autre côté. J'entends puis je comprends ce que les gens disent, là, puis je respecte, je viens de vous le dire, je respecte les opinions qui émanent de la société civile, sauf que si on prend pas notre dossier puis on le fait pas valoir, ben il y en a d'autres qui vont prendre leur propre dossier puis qui vont l'amener à terme à leur façon. Puis ça, c'est la vie et des affaires en général, puis des projets d'envergure ou des projets de moins d'envergure. C'est notre quotidien, il faut être réaliste, là. Eh bien, Marc Brouillette, président du Conseil d'administration de développement économique Sept-Îles, un gros merci pour cette chronique. Merci beaucoup, Jean. La chronique économique était une présentation de Développement économique Sept-Îles. Eh bien voilà, ça complète cette édition du mercredi 20 septembre de Côte-Nord Attitude. Jean, merci beaucoup. J'aime ça quand on a J'aime ça quand on a un menu varié, comme ce midi, qu'on parle de culture, d'économie. Demain, on va parler un petit peu plus de politique avec la mairesse de Port-Cartier, Violaine Doyle, qui a maintenant toute une équipe derrière elle pour la campagne électorale. Donc, ça va être un rendez-vous à ne pas manquer avec Tommy Auger qui sera là demain. Nous, on se retrouve plus tard dans les 12 soirées Pure FM dès 19h. Merci d'avoir été là et passez un très, très bel après-midi à Pure FM. Bye bye.